Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Secrétaire général du gouvernement, mes collègues de l'Assemblée nationale, de la députation ministérielle, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition, chers collègues, et merci à tous les fonctionnaires qui sont là, qui préparent et font tourner l'État de façon, la plupart du temps, remarquable. Mais je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de Québécois ont été remis dans un contexte qui reste trouble, le contexte des années Jean Charest. Et je sais que le premier ministre préférerait tourner la page, et je tiens à lui dire que tous les Québécois aimeraient tourner la page. Mais encore faudrait-il qu'on sache ce qu'il y a sur la page avant de la tourner. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a jamais eu d'occasion où le premier ministre, qui était ministre senior du gouvernement de M. Charest, a pu directement répondre à quelques questions factuelles qui aideraient à remplir la page, pour pouvoir la tourner. Alors j'aimerais lui donner cette occasion-là. Lorsqu'il était ministre du gouvernement Charest, ministre senior, évidemment, il savait que M. Marc Bibeau était le responsable du financement. On sait par le témoignage de Robert Benoît que M. Bibeau confessait un à un les candidats et les députés pour leur dire qu'il fallait ramasser beaucoup d'argent. Alors pourrait-il, le premier ministre, nous raconter quelle est la nature des rapports qu'il a eus, lui, personnellement, avec M. Marc Bibeau? D'abord, je vais répéter que, merci, Monsieur le Président, je vais répéter que l'action de notre gouvernement, je crois, est sans tâche. Et bien sûr, on sera prêt à répondre à quoi que ce soit qui sera présenté au cours de cette commission et après. C'est important de le répéter. Effectivement, il y a des éléments qui touchent les dernières années qui sont de nature publique actuellement. On aura l'occasion de les discuter. Mais il ne faut surtout pas donner l'impression à la population qu'on parle d'éléments contemporains. Maintenant, je profite de l'occasion et de la déclaration de mon collègue pour lui mentionner, comme il a parlé de M. Robert Benoît, qu'il a cité en Chambre, mais il a oublié de citer un bout de la déclaration de M. Robert Benoît, c'est certainement involontaire, à la question de Michel Auger de Radio-Canada, qui lui demandait si, depuis notre arrivée à la tête du parti, il y avait eu un changement. Et la réponse a été oui, un changement radical. Et la réponse par la suite a été le Parti libéral est nettement sur une bonne lancée. Je l'invite à aller voir les paroles, le verbatim de M. Auger. Je l'indique. C'est bien, on doit tous faire ça avec nos partis politiques, mais je voudrais que cet élément soit connu. Alors moi, comme tout le monde qui était au gouvernement à l'époque, je connaissais M. Bibeau, mais je n'ai pas eu d'interaction personnelle avec lui sur le financement. La personne qui avait des interactions avec les députés, en ce qui nous concerne, c'était Mme Trépanier, qui me disait, bien écoute, il y aurait cet événement dans tel comté, il faudrait que tu sois présent à telle heure, tel jour, ce que je faisais, comme on faisait tous d'ailleurs à l'occasion. Mais M. Bibeau ne dirigeait pas mes activités de financement. Le chef d'opposition. Je remercie le premier ministre pour sa réponse. Maintenant, M. Benoît était très frappé du changement de culture qui avait lieu au Parti libéral depuis l'arrivée de M. Charest et Bibeau, et ce qu'il a appelé une culture de l'argent. Et du fait qu'il fallait ramasser 10 millions de dollars par année pendant les années où vous étiez ministre, et qu'il ne savait pas à quoi servait cet argent. Est-ce que vous, qui participiez à l'ensemble des activités du Parti libéral du Québec de l'époque, vous voyez cet argent être dépensé et savez-vous à quoi servaient 10 millions de dollars par année? Écoutez, moi, je n'étais absolument pas associé à l'administration du parti et à l'organisation du parti. Je me concentrais sur mes responsabilités ministérielles, puis ce que je pouvais faire pour aider mes collègues dans les comtés. C'est ce que je faisais, comme tout le monde. Maintenant, il y a eu plusieurs élections générales. Il y a eu, je suppose, des façons qui ont été rendues utiles d'utiliser ces sommes-là, mais moi, je ne peux pas vous dire vraiment à quoi ces sommes-là ont été utilisées en détail, parce qu'à mon arrivée comme chef, il n'y avait pas grand-chose dans les caisses. Il a fallu qu'on rebâtisse, comme il est en train de faire avec sa formation politique, qu'on rebâtisse une santé financière. Et je rappelle que tous les partis font rapport annuel au DGA. Donc, s'il fait l'historique des états financiers, public, il pourra probablement avoir réponse à sa question. Mais je vais revenir sur la déclaration de M. Robert, parce que je vois qu'il n'y fait pas allusion dans sa question. Alors, je vais citer exactement la question de M. Auger. Sous M. Couillard, est-ce que la culture a changé? Réponse, radicalement. Le Parti libéral du Québec est sur une bonne lancée à cet égard. J'en suis content et on va continuer comme ça. On a posé plusieurs gestes. On a bien sûr adopté un code d'éthique. On est encore, je crois, le seul parti qui l'a fait. On a changé la Constitution. On a démocratisé les institutions du parti. On implique nos militants dans les orientations politiques. Et je dois dire encore une fois que la venue du nouveau mode de financement populaire avec un maximum de 100 $ par personne, moi, j'en suis très, très heureux. Ça nous rend la pratique de la politique beaucoup plus agréable que de faire des événements là, avec plus de monde, avec des montants plus importants. Moi, j'en suis très, très content. Et ça fait en sorte qu'on n'a plus besoin vraiment maintenant, dans aucun de nos partis politiques, d'avoir des personnes spécifiquement, à moins qu'ils le fassent encore de son côté, mais probablement qu'à 100 $, c'est pas nécessaire, responsables de
susciter du financement, on le fait dans nos comtés. Je le fais avec nos bénévoles, comme tous les collègues le font. Et la façon dont on le faisait avant, mais c'est également la façon dont le Parti québécois, la CAQ, l'ADQ avant le faisait. Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur le Président, je pose des questions courtes. Alors, j'aimerais avoir des réponses courtes, sauf s'il veut nous raconter des choses qu'on ne sait pas, qui sont en lien avec nos questions. Maintenant, donc, vous dites que, bon, il est acquis que 10 millions de dollars par an étaient recueillis et dépensés ces années-là. Vous ne savez pas, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas d'idée de la façon dont ça a été dépensé. Ce sont des sommes considérables, le triple de ce qu'on dépense généralement. Mais on vous a demandé, vous, personnellement, comme les autres ministres du gouvernement, de ramasser 100 000 dollars par personne. Votre gouvernement n'a pas reconduit cette pratique parce qu'elle met les ministres dans une situation précaire au niveau de l'éthique. Mais je serais curieux de savoir, lorsque ça vous a été dit, quelle a été votre réaction? Est-ce que vous aviez un malaise? Est-ce que vous avez refusé? Est-ce que vous avez parlé? Est-ce que vous avez dit que ça ne devrait pas exister? Bien, je suppose que ma réaction était comparable à celle des ministres du gouvernement du Parti québécois lorsque notre collègue, et je le dis sans méchanceté, là, c'est un état de fait, dirigeait le financement au Parti québécois où il y a ce qu'il y avait des objectifs de style 90, 95 000 qui étaient donnés aux ministres. C'était la même chose. Alors, dans les commentaires des oppositions, on a comme l'impression qu'on veut indiquer aux Québécois qu'il y a juste un parti politique qui procédait de cette façon. L'ensemble des partis politiques avaient des objectifs de financement. L'ensemble des partis politiques avaient des objectifs qui variaient selon le fait qu'on avait des députés ou des ministres, y compris le Parti québécois, y compris d'autres partis politiques également. Alors, c'est comme ça que les choses se pratiquaient à l'époque. Est-ce que c'était idéal? Non, je l'ai déjà dit. Moi, je suis très heureux de dire aujourd'hui que tous nos collègues députés, quel que soit leur statut, premier ministre, ministre, député, ont le même objectif de financement, que cet objectif est réalisé par les bénévoles dans les circonscriptions et que ça fonctionne très bien comme ça. Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur le député de La Fontaine. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Très rapidement, et j'ai laissé, je pense que le ton est très bon, c'est important de le souligner, j'ai laissé le chef de l'opposition et le premier ministre répondre, mais sur cette ligne de questions, la pertinence, article 211, doit être en crédit appliqué de façon très large, soit, quoique doit avoir un lien direct avec l'étude des présents crédits, puis la jurisprudence est très éloquente à cet effet-là, et avoir un lien avec un élément de programme. Or, il ne s'agit pas des crédits du Parti libéral du Québec ou du Parti québécois ou de la Coalition Avenir Québec. Et je vous appelle, Monsieur le Président, je conclue là-dessus, à peut-être ramener notre chef de l'opposition sur l'objet du débat aujourd'hui. Monsieur le député de Matapédia-Matane. L'intervention est clairement une mesure dilatoire. J'aimerais, parce que c'est sur notre temps, qu'on permette au chef de l'opposition de poser ces questions une fois dans l'année lors des crédits du premier ministre. De toute façon, je rappelle à tous les collègues que la règle de la pertinence doit être interprétée de façon large et qu'il a été choisi par les différentes formations politiques de ne pas faire porter la discussion sur des éléments de programme, mais sur une discussion large. Alors, on va poursuivre, Monsieur le chef de l'opposition. Non, très bien. Le premier ministre est mal informé. C'est normal, c'est pas dans son parti. Non, jamais des ministres du Parti québécois n'ont eu d'obligation de ramasser 100 000 $ par année. Les comtés de ministres et de députés avaient des objectifs, mais les ministres, non. Et donc, de sa réponse, je conclus que lorsqu'il a été invité à ramasser cet argent, il a trouvé que c'était normal. Peut-être pensait-il que c'était normal ailleurs. À quelques mois avant la démission de l'alors ministre de la Santé, on a appris que le premier ministre Charest recevait un salaire jusque-là secret de 75 000 $ par année. Est-ce que le premier ministre était alors au courant de ça? L'a-t-il appris en même temps que les Québécois et les membres du Parti libéral? Quelle était son opinion sur ce salaire secret du premier ministre Charest? Monsieur le premier ministre. Juste brièvement, écoutez, je n'invente pas, là. Il y a eu des déclarations de notre collègue. Chaque année, je devais ramasser 80 000 $. On parle du Parti québécois, là, on ne parle pas du Parti libéral du Québec. Alors, Monsieur le Président, restons. Je ne crois pas que l'ensemble des députés avaient le même genre d'objectif. On pourra certainement faire des recherches là-dessus. Alors, Monsieur le Président, là, on a fait ces conversations-là déjà. On connaît la situation maintenant de financement. Elle n'a plus rien à voir avec la situation de l'époque. Et ce n'est plus d'actualité. Les bénévoles dans ma circonscription font le financement populaire. Je suis très content d'avoir des dons de 5 $, de 15 $, de 25 $. Et il n'y a aucun lien entre le financement et les contrats de gouvernement, bien sûr. Pour les biens de ceux qui nous écoutent, j'essaie d'établir la force du réflexe éthique du premier ministre au moment où ces questions difficiles lui étaient posées comme membre d'un gouvernement qui flirtait avec le manque d'éthique.
Et pour l'instant, je n'ai pas de réponse qui me permet de dire qu'il avait un très grand réflexe éthique sur le 100 000 sur le 75 000 lorsqu'il a appris que ça avait été un secret pendant 10 ans que le premier ministre recevait cet argent-là. Était-il satisfait? Était-il fâché? Était-il inquiet? Est-il intervenu? Monsieur le premier ministre. Alors, j'ai appris au même moment où ça a été annoncé publiquement, cet élément-là. Vous savez que dans d'autres provinces, la même chose s'est produite également. À ma souvenance, la pratique a été interrompue pour devancer les questions de mon collègue quand je suis devenu chef de l'opposition, chef du Parti libéral du Québec avant d'être élu à l'Assemblée nationale. Comme j'avais rompu tous mes liens professionnels et que je n'ai pas de fortune personnelle, je m'en plains pas, c'est comme ça. J'ai demandé au parti de payer une rémunération qui a pris fin le jour où j'ai été élu comme député d'Outremont. Donc, je n'ai touché que mon salaire de député, de chef d'opposition officiel et actuellement de premier ministre. C'est important de le dire à la population qui nous écoute. Monsieur le chef de l'opposition. Donc, on n'a pas de réaction, on n'a pas d'opinion sur ce qui a été vu par des Québécois comme étant un grave manquement, du moins à la transparence. En juin 2008, l'ancien ministre de la Santé devient libre, un homme libre. D'ailleurs, il utilise sa liberté pour écrire un texte maintenant célèbre sur le financement fédéral de la santé, qui n'est pas exactement cohérent avec la position du gouvernement libéral de l'époque. C'est sa liberté, il la prend. Mais au moment où il devient libre, il y a un énorme débat au Québec sur la nécessité d'une commission d'enquête sur la corruption dans la construction et le financement des partis politiques. Les éditorialistes, Sylvie Roy, le Parti québécois, puis les policiers, les ingénieurs, le barreau et même la FTQ Construction, mais pas l'actuel chef de la deuxième opposition, réclament tous une commission d'enquête et la demandent. Et c'est le geste du moment. Nous n'avons pas trouvé la moindre trace d'une déclaration de l'actuel premier ministre dans ce grand débat national où il réclamait lui-même aussi, avec d'autres, la tenue de cette commission d'enquête. Pourquoi? Monsieur le premier ministre. Bien, c'est inexact. Je l'ai dit à la campagne au leadership lorsque je me suis présenté à la direction du parti, que je considérais que la commission aurait dû être déclenchée plus tôt. Et ça, je le maintiens. À l'époque qu'il mentionne, je n'ai pas souvenir des titres de l'époque, mais ce n'était pas ça véritablement qui était, à ma souvenance, l'actualité quotidienne. Ce n'était pas aussi marqué que ça l'a été dans les années qui ont suivi. 2009, 2010, 2011. Et je répète ce que j'ai dit lors de la course à la direction. Moi, je pense qu'il aurait été salutaire de déclencher la commission plus précocement. Monsieur le chef de l'opposition officielle. Donc, on comprend bien qu'une fois que la commission a été déclenchée et que ce n'était plus un enjeu et que ce n'était faire ni preuve d'audace ou de courage que de la demander, il a dit qu'elle aurait dû avoir lieu avant. Mais au moment où tout le monde la demandait et que même certains membres du Parti libéral osaient prendre la parole pour le demander, ils étaient bien seuls, il n'y a aucune trace où, par réflexe éthique, l'ancien ministre de la Santé que vous étiez, qui avait retrouvé sa liberté de parole, aurait pu aider à ce débat en disant, avant qu'elle ne se tienne, oui, il faut qu'elle se tienne. Bien, ça tombe bien. Je me souviens très bien de cette période. Moi, je ne me mêlais pas de politique. Le seul élément où je suis intervenu, à titre d'ancien ministre de la Santé, d'ancien médecin également, c'est lorsqu'on me demandait de commenter sur les questions relatives au système de santé canadien et québécois, parce que je trouvais que c'était mon expertise professionnelle. Mais il constatera là, à la revue générale de la presse que j'ai fait aucun commentaire politique, puis aucune critique en passant envers mes anciens adversaires. Je me suis gardé totalement en dehors du jeu partisan, que je pensais d'ailleurs à l'époque avoir quitté pour de bon. Les événements en ont décidé autrement, mais j'avais absolument pas l'intention de m'insérer dans un débat politique partisan après mon départ. D'accord. Monsieur le chef de l'opposition officielle. Alors, vous arrivez à la tête du Parti libéral, et là, beaucoup de gens pensent que vous allez faire comme Claude Ryan lorsqu'il est arrivé après Robert Bourassa, et faire une rupture, et dire il y a un avant et il y a un après, et mettre des gens à la porte et dire qu'il y avait des choses qui s'étaient passées avant qui ne devaient plus se passer. Mais vous n'avez pas fait ça. On ne vous a pas entendu dire que des post-it pour des juges, vous étiez contre, qu'un salaire caché, vous étiez contre, que ce que M. Thomasy a fait, vous étiez contre, qu'une commission d'enquête, il fallait la déclencher beaucoup plus tôt. C'est ce que vous avez dit, c'est la seule chose qu'on retrouve. Et lorsque M. Charest, à la commission Charbonneau, a été mis au défi, c'est-à-dire, je reprends, il y avait de la part de la commission la volonté de mettre en preuve un enregistrement téléphonique qui parlait d'un chèque de 3 000 $ qui aurait été encaissé par M. Charest. Vous étiez chef du Parti libéral et votre avocat a fait en sorte que cette information ne soit pas publique
pendant 1 an. Pourquoi avez-vous demandé à votre avocat de faire en sorte de taire cette information pendant 1 an? Monsieur le député de La Fontaine. Et je vous remercie de me reconnaître, comme c'est mon droit quand je fais un rappel au règlement, en quoi la dernière question du chef de l'opposition a-t-elle un lien, quel qu'il soit, avec les crédits 2017-2018 du Conseil exécutif? Aussi large soit la pertinence, il doit y avoir un lien avec les crédits du Conseil exécutif. À mon sens, le chef de l'opposition a expliqué la raison pour laquelle il posait ce genre de questions. Alors, j'invite le premier ministre à bien vouloir répondre à la question. Aucun souvenir d'avoir fait quelque demande que ce soit à ce sujet-là, clairement. Par contre, quand je suis devenu chef du Parti libéral, effectivement, j'ai donné le signal qu'il fallait moderniser notre parti et l'amener vers une nouvelle époque. Ça a été la première chose que j'ai faite, d'ailleurs. Lancer des travaux sur un nouveau règlement général, une nouvelle constitution du parti, un code d'éthique, profiter du nouveau mode de financement pour vraiment concentrer notre activité sur les idées, sur l'élaboration de projets pour les Québec, pour les régions. C'est ce que je fais d'ailleurs maintenant. J'étais en Mauricie il y a quelques jours, dans un colloque avec nos militants, et on a parlé de quoi? On a parlé de l'avenir de la Mauricie, de l'avenir du Québec, des priorités. C'est ça le rôle d'un parti politique, c'est toujours comme ça que j'ai vu ça. C'est à ça que ça doit servir. Et j'en profite encore une fois pour saluer le geste collectif qu'a posé l'Assemblée nationale. Je pense que c'était le Parti québécois qui l'avait initié. C'est une bonne idée qu'on ait modifié de façon très significative les règles de financement. Et tout le monde s'en félicite aujourd'hui. Il fallait faire ça. Ça nous permet de nous concentrer comme chef de parti sur ces enjeux-là, des enjeux d'idées et de projets pour le Québec, ce que je fais maintenant. Monsieur le chef de l'opposition, pour un peu moins de 2 minutes. Alors, le premier ministre dit qu'il ne se souvient pas de cette affaire, mais au moment de... C'est pour ça que j'ai dit. Vous avez dit que vous ne vous souvenez pas d'avoir demandé à l'avocat du Parti libéral d'intervenir. Citez-moi comme D'accord. L'avocat du Parti libéral est intervenu sans votre connaissance de son intervention pour ne pas divulguer. Mais ça a été divulgué. Et le jour où ça a été divulgué, M. Charest, dans un communiqué, a clamé son innocence. Vous aviez le choix d'affirmer que ces affaires ne vous regardaient pas et que M. Charest pouvait se défendre tout seul. Vous avez décidé de faire le contraire. Vous vous présentez devant les journalistes, affirmer avoir parlé à M. Charest et clamer son innocence. Pourquoi considériez-vous que c'était votre devoir de protéger Jean Charest lorsque vous saviez qu'il y avait un certain nombre d'allégations, fondées ou non, qui pouvaient ternir sa réputation et que vous tentiez, dites-vous, de tourner la page? Monsieur le premier ministre. Je pense qu'il était tout à fait correct qu'un ancien premier ministre du Québec s'exprime, clame son innocence, qu'il a encore fait d'ailleurs il y a quelques jours. Il a tout à fait le loisir de le faire. On lui doit quand même minimalement un peu de respect. Hein? J'aimerais également dire que lorsque nous étions au caucus du parti, M. Charest dirigeait le parti, les seules interventions que je me souviens de l'avoir entendu faire sur le financement politique portaient sur la nécessité absolue de respecter la loi électorale. Il nous répétait ça mois après mois après mois. Et ça, c'est important de le dire. Vous le croyez? Est-ce qu'il croyait à ses anciens chefs, le chef de l'opposition officielle? Il n'y a pas d'enquête de l'UPAC systémique sur une organisation, sur ce qui est en train de se faire sur l'ancienne vice-première ministre du gouvernement auquel il participait. Mais comment sait-on qu'il n'y a pas d'enquête de l'UPAC? Qui l'a informé de ça? Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une enquête de l'UPAC? Nous savons parce que aucun d'entre nous, je vais répondre à la question, aucun d'entre nous n'avons eu de perquisition, comme ça a été votre cas. Les gens qui ont participé à notre financement n'ont pas été perquisitionnés, comme c'est le cas de M. Bibeau. Et le chef de cabinet du premier ministre, dont on vient de savoir maintenant qu'il a un contrat de Marc Bibeau, est-ce que ça, c'est quelque chose qui l'inquiète? Répétez la question. Le chef de cabinet, il y a une déclaration de votre chef de cabinet là, qui vient de sortir et qui affirme qu'il a eu avec M. Bibeau des liens professionnels avec un mandat confié à BCP Consultant. Est-ce qu'il est au courant de ça? Non seulement je suis au courant, mais il y a une déclaration qui vient d'être émise. Alors, je vais me faire un plaisir de la relire, s'il le veut. Je ne sais pas combien de temps il reste à notre bloc qu'on pourra la... Techniquement, il n'en reste plus. Alors, on a déjà commencé à entamer le prochain. Alors, la question est de savoir, voulez-vous poursuivre maintenant? Non. Attendre au prochain. Voulez-vous compléter votre réponse, M. Oui, je vais lire la déclaration de M. Dufresne. Alors, déclaration du chef de cabinet du premier ministre. À la suite de l'actualité récente concernant le président et chef de la direction du développeur immobilier des centres d'achat Boward Limités, Marc Bibeau, le chef de cabinet du premier ministre, Jean-Louis Dufresne, tient à apporter les précisions suivantes par souci de transparence.
Avant ma nomination à titre de chef de cabinet de M. Couillard en décembre 2013, j'ai occupé le poste de vice-président principal chez BCB Consultants durant une période de 17 ans. J'indique que la société Boward, et non pas M. Bibeau, a confié un mandat d'affaires publiques, conseil en communication, rédaction de documents de communication, veille média, à BCP Consultants, et non pas M. Dufresne, à partir de 2010. J'ai n'ai eu avec M. Bibeau que des liens professionnels relatifs à la réalisation du mandat confié à BCP Consultants. Depuis mon départ de BCP Consultants, je n'ai eu aucun contact avec M. Bibeau. Toute autre interprétation quant au rôle de BCP Consultant et de ma responsabilité professionnelle dans l'exercice de ce mandat ne serait pas conforme aux faits. Alors, c'est un peu différent de la façon dont mon collègue a présenté la chose. C'était pas M. Dufresne qui avait personnellement un contrat avec M. Bibeau. C'était l'entreprise de M. Bibeau qui a retenu les services de BCP Consultant, comme ça se fait couramment. Comme il y a un chroniqueur bien connu qui a dit hier qu'il avait également fait des travaux de consultation et personne ne met en doute sa crédibilité. Comment peut-on reprocher à quelqu'un d'exercer sa profession? C'est très curieux. Alors, on va poursuivre un peu plus tard. Merci, M. le Président. Je voudrais revenir rapidement sur l'annonce que le premier ministre a faite en début de ses remarques préliminaires sur la nomination aux 2 tiers. Nous allons étudier avec intérêt les propositions qu'il nous fait, mais j'étais surpris de ne pas l'entendre dire qu'il voulait proposer que le commissaire à l'UPAC soit également désigné aux 2 tiers de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Premier ministre. D'abord, on a eu cette discussion. Vous vous souvenez que dans les recommandations de la commission Charbonneau, c'est une recommandation qui a été écartée pour plusieurs raisons. Il faudrait demander au commissaire à l'époque pourquoi ils l'ont fait. Moi, j'y vois une question d'ordre de gouvernement. Il s'agit d'un pouvoir particulier, c'est le pouvoir exécutif. Et de mêler le législatif au pouvoir exécutif, j'ai pas d'exemple. Je connais pas d'exemple ailleurs dans le monde où un directeur de service de police est nommé de façon séparée de l'exécutif d'un gouvernement. À moins qu'il puisse m'en indiquer des exemples. J'en connais pas. C'est pas la même chose que le vérificateur général, protectrice du citoyen. Je pense que là-dessus, on peut également toujours avoir des conversations. Et à ce que je me souviens, je crois pas que le collègue ait regretté le fait qu'on ait renouvelé le mandat de M. Lafrenière. Je crois qu'on était d'accord ici sur le fait qu'il fallait renouveler le mandat de M. Lafrenière. Personne s'y est opposé. Mais je pense qu'il y a une discussion de fond à avoir là-dessus qui dépasse la simple question politique aujourd'hui, là, sur la question des séparations des ordres de gouvernement et qui fait quoi. Il faut toujours bien garder un rôle quelconque au pouvoir exécutif dans un gouvernement démocratique. Il peut être chef de l'opposition. Oui, mais je vais répondre à la question du premier ministre. Est-ce qu'il y a un cas? Oui. Le premier policier aux États-Unis, c'est-à-dire le directeur du FBI, est proposé par l'exécutif, mais ratifié par le législatif. Le législatif peut refuser, pour ses propres raisons, la proposition de l'exécutif. Et il arrive que le FBI enquête sur l'exécutif. Ça arrive souvent. Et donc, l'importance que le directeur du FBI, on l'a vu récemment, soit au-dessus de tout soupçon est reconnue par nos voisins américains. Dans ce cas-ci, le premier ministre n'ignore pas que l'UPAC enquête sur son propre parti en ce moment. C'est un fait. On ne peut pas le démentir. Et alors, la question de savoir si le commissaire à l'UPAC, maintenant ou le prochain, est nommé seulement par le gouvernement libéral ou ratifié par les 2 tiers de l'Assemblée nationale, pour le respect de nos institutions, ça fait une différence. Et je pense que dans les situations actuelles en particulier, le premier ministre et l'Assemblée nationale auraient intérêt à pouvoir dire que le commissaire de l'UPAC est nommé aux 2 tiers de l'Assemblée. Monsieur le premier ministre. Je pense, en tout respect, que la comparaison avec le modèle américain n'est pas justifiée. C'est pas du tout le même système démocratique, le même système gouvernemental. On peut pas. Tous les titulaires de presque tous les postes importants passent en assemblée, en commission parlementaire, avec des débats partisans. On ne veut pas voir ça au Québec. On risque de faire de cette nomination-là un événement partisan en soi, où chacun va essayer de pousser une candidature ou une autre. Je ne crois pas que ça aide à quoi que ce soit. Je ne pense pas que le fait d'avoir nommé M. Lafrenière de la façon traditionnelle, si je peux m'exprimer ainsi, nuise à son travail. De toute évidence, il le fait, son travail, avec son équipe, et ce sera la même chose pour ses successeurs. Mais je pense qu'il y a lieu peut-être d'avoir un peu plus de réflexion sur la question. Monsieur le chef de l'opposition officielle. Écoutez, le premier ministre et moi divergeons d'opinion. Je pense qu'on est dans une crise de confiance majeure des citoyens québécois envers l'éthique de nos gouvernements, de nos élus, de notre fonction publique, de la police, et on doit aller plus loin, faire preuve d'audace. On a une démonstration à faire, et je dirais que le premier ministre et son parti ont une démonstration encore plus grande à faire, et c'est une occasion manquée. Mais je l'invite à continuer à y réfléchir.